Mike, je suis un peu impressionné. Déjà par la tenue, j'ai l'impression d'être sur la planète Mars alors qu'on est sur le toit du centre commercial de Beaugrenelle. Qu'est-ce qu'on va faire là précisément? Enfumer un petit peu en dessous. En fait, la fumée va empêcher la communication entre les abeilles parce qu'elles communiquent avec des odeurs. On va enlever les chaînes. Donc les chaînes, c'est pas pour protéger des grizzlies dans le 15e. C'est pour le vent, tout simplement. Donc, Comment ça va les filles? Elles sont super calmes. Bah oui, c'est des petites anglaises, c'est des buckfast. Donc elles sont réputées très calmes. Elle est où la reine? La reine, elle va être vraiment ici au milieu, au cœur du couvain. On peut la voir? On peut essayer de la chercher. Oui. Bon, pendant que tu la cherches, moi je vais faire un tour dans le quartier. J'ai plusieurs petits rendez-vous. D'accord. Je vais d'abord aller chez Michelle Wilson. Elle, c'est la reine du puzzle à l'ancienne. Elle tient une petite boutique pas très loin d'ici. On fabrique les puzzles et on les découpe à la main. Comme ça, il n'y en a pas deux pareils. Super. Ouais, c'est génial comme endroit. Et puis après, j'irai juste là-bas, chez Eduardo. Alors Eduardo, j'adore. C'est un Brésilien qui a appris la cuisine dans l'armée brésilienne. Alors il a fait de la grosse tambouille et puis maintenant il fait une petite cuisine super délicate, on dirait de la dentelle. C'est une merveille. Mais là tout de suite, j'ai rendez-vous avec Michel et Marine qui m'attendent. Elles habitent dans cette tour. Tu sais que ça c'est la seule tour HLM du quartier? Ah, je ne savais pas. Ouais, et c'est la première à avoir été construite. Je te laisse chercher la reine, je te rends ton enfumoir. Je vais les appeler, je peux les appeler, je peux faire un peu de bruit là. Oui. Ouais. Ouh, Marine, Michel, vous descendez? Je vous attends en bas sur la dalle. Ça marche? À tout de suite. Paname se lance un nouveau défi, vous faire apprécier l'un des quartiers les plus détestés de Paris, le front de Seine. Un tiers des Parisiens voudraient même le voir disparaître. Pourtant, c'est tout un symbole, celui de l'architecture et de l'urbanisme des années 70. Bon, je vous l'accorde, si vous restez au niveau de la rue, c'est pas très joli. Mais si vous grimpez sur cette dalle, vous vous retrouvez dans un tout autre univers, au beau milieu d'une vingtaine de tours, une sorte de cité à moins de 500 mètres de la Tour Eiffel. C'est en quelque sorte une ville au-dessus de la ville, avec ses commerces, ses bureaux, ses logements et tout un tas d'habitants qui sont très très fiers d'être des enfants de la dalle. En fait, vous la connaissez bien, la dalle du front de Seine, parce que vous êtes plus rapide que moi. Comment ça va, Marine? Bonjour, ça va très bien. Sophie. Bonjour. Michel, Bonjour. Vous avez fait vite? Ah oui, mais, on connaît les petits recoins, mais pas possible. À l'origine, qui habitait ici? Ça a démarré comment Alors ce à l'origine, fontaine avant 1860, c'était des jardins. Sachez bien que c'était des jardins. Vous aviez des cultures de melons, vous avez des melonnières. Quand ils ont creusé ici les fondations, ils ont trouvé des vases, des cloches à melons. Ah ouais? Donc la plaine de Grenelle était très cultivable jusqu'à la Seine. Après, sont arrivés des chantiers qui étaient donc des chantiers, vas-y Sophie, qui étaient les... Moi j'ai connu d'abord Citroën, Les chantiers en Citroën Citroën. qui était là-bas, Voilà. avec une superbe porte en fer magnifique, il y avait la grande usine et après plein de petits sous-traitants tout le long là, tout le long de la Seine, il y avait des sous-traitants. Des ébénistes, des ferrailleurs, enfin tout un tas de petits métiers. Travailler autour d'automobile. Voilà, Voilà, tout à fait, des peintres. Et avec nous, à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait que notre tour. Et moi, j'ai vu toutes les tours monter, investies par les Irakiens et les Libanais. Les Iraniens. Iraniens. Alors expliquez-moi pourquoi les Iraniens sont arrivés ici. Parce que le Shah est parti. Et avec le Shah, tous ceux qui avaient de l'argent et qui étaient autour de lui sont arrivés ici. Puis il y avait des logements vides aussi. Il fallait bien que ces migrants de luxe s'installent quelque part. Et quand même, n'oubliez pas que c'est résidentiel. N'oublions jamais que c'est résidentiel ici et que ça n'arrivait pas à se vendre très facilement. Ouais, les gens n'avaient pas envie d'habiter. Voilà. Mais ça avait un peu peur quand on ne connaissait pas. Moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, moi, j'habiterai jamais là. Ouais. On m'a dit, on va vous présenter un appartement. Je dis, arrivé en bas, je dis, ah non, c'est pas la peine de visiter. Jamais je resterai là. Rappelez-moi, ça fait combien de temps que vous habitez ici? Oui, depuis 1975. Mais je suis montée, puis alors il y a une vue tellement formidable que c'était... Enfin, je suis contente d'être là. Vous imaginez le nombre de personnes qui vivent ici? Combien à peu Voulez-vous près? que je vous dise dans notre tour? Si on fait le partage, nous, à notre tour, on est 1200 habitants.
28 étages, donc vous voyez un peu ce que ça fait. Ils sont pratiquement tous habités ici. Mais Ça vous- fait un monde. Alors elle a une particularité quand même, cette tour marine. C'est la seule tour à caractère social du front de Seine. Nous avons appelé notre association Keller Village parce qu'on peut considérer qu'à la tour Keller, on y vit comme dans un village. C'est vrai ça. Absolument. Il y a une vraie solidarité, Oui, oui. un vrai esprit tour Oui. Keller. C'est sûr que c'est agressif, quelque part, ces tours. C'est Oui. quand même agressif. Eh C'est ben, le grand totem là. voilà, mais c'est pas le cas. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on peut encore construire des tours ici? Non, pour l'instant, il n'est pas prévu de construire des tours sur la dalle, les fronts de Seine. Même les plus belles choses ont une fin, n'est-ce pas? Voilà. Tout a commencé en 1970. Les PTT, propriétaires du terrain, ont besoin de logements sociaux pour les agents venus de province. La résidence propose aujourd'hui encore des loyers très modestes pour le quartier. Une tour qui porte le nom de Robert Keller, ancien ingénieur des télécommunications. Ce grand résistant est mort en déportation en 1945. Où est-ce que vous m'emmenez là? Alors là, on vous amène vers nos jardins, les jardins de la tour. La tour Keller. Et alors, c'est vous, tout l'immeuble, enfin les gens de l'immeuble qui entretiennent le jardin? En fait, vous voyez, il n'y a quand même pas beaucoup de gros travaux à faire, mais il y a de l'arrosage. Et là, je vous présente l'arroseur premier prix. Ah, c'est vous l'arroseuse Voilà. officielle? Oui. Et alors là, ça y est, c'est bien arrosé là, c'est pas la peine d'y revenir. C'est un petit lieu de rencontre ici aussi. Exactement. C'est l'occasion de se rencontrer entre nous, d'avoir un petit contact encore avec la nature en plein Paris. Voilà. C'est quand même agréable. Et puis avec les voisins, voilà. On sent que c'est une tour où voilà, les habitants Oui. se sont pris en main. Voilà, En charge. et puis ça a très bien marché. Bon, ça fait combien maintenant qu'on a repris les jardins? Ça fait 4 ans. 4 ans, oui. 4 ans, et c'était dans un état, c'était que des cailloux. C'était dommage qu'on ait l'impression que les gens ne rentrent pas dans un HLM, quoi, en arrivant ici. Oui, C'était voilà. l'idée, on rentre on a un joli jardin. On voit les Bon, fleurs d'abord. alors c'est pas un HLM. On rentre à la maison. Voilà, un peu plus. Merci mesdames. Merci, Merci. au revoir. Au revoir, au revoir. Entrez, entrez. C'est sympa chez vous. Merci. Waouh. Voilà. Ah là voilà donc la vue. Preneur, et derrière, vous avez le pont de Birakem, vous avez le métro aérien. Donc vous avez vu vous sur le front de Seine et l'île aux Cygnes. L'île aux Cygnes où m'attend Frédéric Gersal. Bon, il est où l'animal? Ah. Pensez que c'est de votre âge de jouer à cache-cache. Oh, il n'y a pas d'âge. Bonjour Yvan. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de cachettes ici, Ah, bah sur non. cette île. Alors c'est ça, c'est la troisième île de Paris. Non, je savais pas. Ah bah oui, c'est la plus petite. Ouais. C'est l'île aux Cygnes et on est ici sur l'allée des Cygnes. C'est totalement artificiel pour être Ah. aussi rectiligne Pas que du ça. tout. Enfin, à l'origine, il y avait quelques petits îlots. Alors des îlots qui ont été rassemblés. Il y avait l'îlot aux Vaches, il y avait l'îlot de Longchamp. Et puis tout ça, on a fait une île qu'on appelait l'île Maquerelle, l'île Maleux-Querelle, c'est-à-dire la mauvaise querelle. On venait ici tirer à l'épée, quoi, faire un duel quand on n'était pas d'accord. Ouais, avec son banquier, par Ah exemple. bah, par exemple, oui, si on voulait en finir. Et puis, quelques années plus tard, enfin bien longtemps après, en 1937, il y a une exposition universelle qui s'installe dans Paris, depuis le bout de cette île jusqu'à la Concorde. Ah oui. Toutes les rives de la Seine sont évidemment concernées. On installe des pavillons de tous les pays du monde. Là aussi? Ah ben là aussi. Il y a des petits pavillons parce que c'est pas bien large. Alors évidemment, ça fait 11 mètres de large, vous avez raison de le rappeler, mais du coup, on a agrandi, figurez-vous. Comment ça? On est passé de 8 000 à plus de 30 000 mètres carrés de superficie. On a construit comment sur l'eau? Ah bah oui, ah oui. C'est-à-dire qu'on a mis des pilotis. C'est des travaux de dingue. Ah bah absolument colossaux. Donc il y avait un souk marocain, il y avait des habitations africaines, Pour faire ses algériennes. courses. Voilà, Acheter exactement. son couscous. On pouvait se promener et en même temps découvrir un petit peu d'autres terres, d'autres âmes. C'était un peu le but quand même de ces expositions universelles et internationales. Mais à ce propos, j'ai une surprise à vous montrer. Tout au bout de l'île. Ça vous dit de venir? Bah oui, je vous Allez, suis. venez voir.
Bah alors, elle est où votre surprise, Frédéric? Ah bah il faut lever le nez. Ah, regardez. Bah, c'est la Statue de la Liberté. Ah bah oui, bah, On la connaît. Ah bah tout le monde la connaît. On connaît surtout celle des États-Unis, celle de New York. Là, c'est ta petite sœur. Alors c'est sa petite sœur qui a été offerte par les Américains de Paris pour remercier évidemment les Français de ce cadeau magnifique. Celle des États-Unis a été inaugurée en 1886 et celle-ci a été inaugurée en 1889 pour fêter le centenaire de la Révolution française. La seule différence, c'est qu'à l'origine, quand elle est installée là, elle fait face à Paris. Elle fait face à l'Élysée, face à la Tour Eiffel qu'on est en train de construire en 1889. Et c'est en 1937, juste au moment de l'exposition universelle dont on vient de parler, qu'on la retourne pour qu'elle fasse face à sa grande sœur. À New York, c'est là-bas. Eh ben, New York, c'est dans cette direction. Et du coup, évidemment, c'était le souhait premier, le souhait, dès le début, c'était le souhait de son père fondateur, le sculpteur Bartholdi, qui a été donc... face aux États-Unis. Bah, bien sûr. Bon, je vais vous laisser, Frédéric. Ah bon, déjà? Bah oui, j'ai rendez-vous avec mes copines les abeilles. Ah oui. Au revoir, mon gros bourdon. Oh là, c'est encore un coup des ruches, ça, non? Bon, moi j'en profite pour aller voir les autres parce qu'il y en statues a d'Ali. d'autres Mais partout dans Paris. À plus tard. Bon, il est temps pour moi de rejoindre Mike, notre apiculteur, sur le toit du centre de Beaugrenelle. J'espère qu'il a retrouvé notre reine. Et surtout, j'aimerais bien savoir à quoi elle ressemble, la reine du quartier. Alors, tu l'as trouvée, cette reine? Pas encore. Non? Pas encore. En fait, c'est assez difficile de trouver une abeille parmi tant d'autres. Madame ne sort pas comme ça. Exactement. Il faut qu'elle mette c'est une sa reine, tenue même. d'apparat. Ah, c'est une reine? Bah oui. Et tu sais à peu près où elle est cantonnée, l'abeille, ou pas? La reine? La reine, elle va se retrouver plutôt au milieu de la ruche. C'est là où il fait un peu plus chaud. C'est là où elle va pouvoir faire sa ponte. Comment t'es devenu apiculteur, toi? En fait, je suis un peu tombé dedans. Je suis apiculteur depuis 5 ans. En fait, j'ai acheté une ruche à mon père pour la fête des pères. Oui. Ne sachant absolument pas comment être apiculteur ni quoi faire. Oui. Et petit à petit, je me suis plongé dedans, j'ai lu et je me suis... Et c'est toi qui as gardé la ruche du papa? En fait, oui, c'est ça. Et là, elles sont bien, les... Ah, c'est super. Ici, c'est un de mes spots préférés. Pourquoi? Mais parce qu'en été, c'est rempli de fleurs. On a des chardons, on a des oignons, on a de la lavande. Vraiment, c'est super. Ah, et on n'a pas trouvé la reine, mais je crois que là, elle bosse. Bonjour Yvon, ça va Mike? Ça va. Elles ont été gentilles, nos abeilles, avec toi? Non, elles sont super sympas, c'est des Anglaises. On les avait briefées avant, on leur avait dit d'être particulièrement douces et gentilles. Ça m'arrive, ça m'arrive. Je les aime bien, mes abeilles. Ouais. Bon, ces abeilles-là, elles sortent dans le quartier. Oui. Elles vont jusqu'où? Alors, le rayon, on définit en général le rayon d'action des abeilles à 3 km. Mais s'il n'y a pas assez de nourriture à 3 km, elles vont aller chercher plus loin, mais elles vont s'affaiblir plus vite. Et ici, il y a ce qu'il faut? Ici, il y a ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a ici des très bonnes productions, donc ça prouve que les abeilles sont heureuses. Même cette année, où c'est une année catastrophique, compte tenu du climat qu'il y a eu en France, on a eu cette année une belle production de miel qui est très très nettement au-dessus de ce qu'a pu récolter un apiculteur de campagne. Alors il y a une variété incroyable, pourquoi? C'est que déjà sur les balcons tu retrouves des fleurs que tu ne trouves pas à la campagne. Oui. Dans les jardins publics, tu n'as pas de pesticides. Oui. Ça m'étonne toujours, le côté ici, il n'y a pas de pesticides, c'est pas pollué. Alors pourquoi? Parce que les abeilles filtrent naturellement tout ce qui est particules et tout ce qui est pollution. Donc on ne retrouve pas dans le miel ce que tu respires tous les jours. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent des ruches, il y a beaucoup de municipalités qui mettent des ruches. Ouais. Et ça, c'est ta spécialité? Et ça, c'est la spécialité d'Apitera. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses si on en parle un peu plus loin? Parce qu'il fait un peu chaud. Ouais, t'as vu comme il est maigre, Mike? Oui. On te laisse, Mike? À tout à l'heure. Salut. À tout à l'heure, Mike. Tu trouves la reine, tu nous appelles. Hein. Ok, ça marche. Ah bah ça fait du bien parce qu'on est un peu chaud là-dessous. C'est une question d'habitude. Donc toi, Ronan, tu es à la tête d'une entreprise dont le métier c'est d'installer des ruches uniquement pour les entreprises, pas pour les particuliers. Alors, à Paris. Oui, ça peut surprendre, mais effectivement la définition d'Apitera, c'est de faire connaître l'abeille au centre des villes, là où elle a perdu sa raison d'être
sa présence. Et donc c'est essentiellement les entreprises et les collectivités aujourd'hui qui installent des ruches sur leur toit ou dans leur jardin. Ouais. Et alors, quel est l'intérêt pour l'entreprise? C'est quoi? C'est de communiquer? Alors, non, il y a un double intérêt. C'est un moyen de communiquer aussi sur ton engagement biodiversité en distribuant ton miel avec ton logo. Ça veut dire que c'est un engagement fort de l'entreprise pour le faire. Et puis, il y a un deuxième axe qui est au moins aussi important, qui est ce que j'appelle communément le team building. Ça veut dire que c'est une équipe de salariés qu'on forme à l'apiculture sur la ruche. C'est un moyen de faire en sorte que les gens se retrouvent autour d'un objectif commun. On n'a jamais fini d'apprendre avec une ruche, jamais. En tout, tu as combien de ruches sur Paris? Écoute, je dois en avoir à peu près 400. Et ces abeilles sont de grandes laborieuses puisqu'elles produisent à elles seules 4 tonnes de miel à chaque récolte. Des pots vendus pour le compte d'œuvres caritatives. Tu veux goûter peut-être, non? Ah bah oui. Regarde. Tiens, tu vas prendre ça, faire ça avec les moyens du bord. Voilà. Alors ça, c'est le miel d'ici. C'est le miel de Beaugrenelle. Du toit de Beaugrenelle. Voilà. C'est la récolte de cette année. Il est top, non? Oui, très très bon. Il est extra parce qu'il est très onctueux, il est très fort en bouche, il est très bon. Vous avez vu, c'est un quartier très joueur ici. On peut s'amuser à jouer à la marelle. On peut aussi s'amuser un peu plus loin, toujours avenue Émile Zola, à reconstruire des œuvres d'art. Qu'est-ce que vous faites de beau? Je coupe des puzzles en bois à partir d'œuvres d'art. Ah, c'est vous qui faites des casse-têtes comme ça? Bah oui, voilà. On se bat contre une intelligence humaine. C'est vrai? Oui. Et comment ça se passe? Comment vous faites? Bah, par exemple, là, la toiture de la maison va suivre le rouge, la ligne rouge, après entre la ligne rouge et la ligne bleue, la ligne blanche. Vous voyez, on va suivre. Il y a un peu de repère, quoi. Oui, voilà, il y a une méthode quand même. Il y a une part de créativité, mais il y a une méthode aussi. Donc il faut suivre un petit peu quand même l'œuvre d'art. Oui, voilà, c'est ça. Waouh! Donc je peux voir comment vous faites? Oui. Il faut compter à chaque fois que vous découpez. Oui, dans votre tête. Oui, je compte dans ma tête, ouais. Et moi, ce que je comprends pas, c'est comment vous arrivez à faire 250 pièces, comment vous savez que vous allez avoir 250 pièces? Ah, ça, c'est le coup d'œil. En général, c'est le coup d'œil. C'est pour ça qu'on a été embauchés. Ah ouais, mais il faut surtout avoir un bon coup de main aussi. Et vous pouvez en faire jusqu'à combien de pièces comme ça? Ici, on découpe jusqu'à 350 pièces parce qu'on est sollicité à faire d'autres tâches aussi, en tant que vendeuse, trieuse, les boîtes. Donc on est polyvalent ici. C'est une petite PME, donc on est polyvalent et on ne fait pas que de la découpe. De découper à la main, ça fait des puzzles à chaque fois uniques. Voilà. 7 puzzles sont identiques, mais la série d'après est différente. Ah oui, parce que là, il y en a 7 d'empilés. Ouais. Et vous pensez que je peux faire mon puzzle, moi? Ah, vous voulez essayer de découper? Ouais. Ah bah, faire mon puzzle à moi. Un petit, hein? Je risque rien, hein? Non. Il faut tenir. Voilà, il faut tenir les pièces. C'est affreux. Je vais vous laisser continuer. Alors après, une fois que le puzzle est terminé, les découper, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut les trier, là, comme Julien fait actuellement. C'est qui, Julien? C'est mon patron. Ah, c'est le boss. Oui, Voilà. oui. Attention, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Merci, Christelle. Merci. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors, vous triez? Voilà, je trie, c'est l'étape d'après. C'est super artisanal de faire un puzzle chez vous. Ouais, on est effectivement, on le fait à l'ancienne. Michelle Wilson, qui est à l'origine de la boîte, en fait, était une découpeuse de puzzles et elle a créé son entreprise en 1976. Donc ça fait 40 ans. D'ailleurs, on est entreprise du patrimoine vivant. Donc c'est un label qui nous a été donné, je crois, il y a 5-6 ans.
voilà, qui reconnaît un savoir-faire unique. Et je pense qu'en fait, Puzzle Michel Wilson est la seule société au monde qui découpe encore les puzzles à la main. Et là, tout ça, c'est quoi comme matériau? Alors, c'est du bois de peuplier, qui est particulièrement pur, parce qu'on ne veut pas de nœuds dans le bois, on ne veut pas de trous dans le bois, parce que quand on découpe... La stif, elle saute, par exemple. Ouais. Et alors, quelle est la différence entre le fait de le faire de façon artisanale ou de façon industrielle, une grosse presse qui découpe? Une grande différence, le plaisir. Le plaisir. Avec une presse, en fait, on a des formes de pièces qui sont en forme de hache, toujours les mêmes, quelle que soit l'image. En faisant les puzzles à la main, en fait, on va suivre l'image. Donc là, il y a toute la collection maison. Ouais, presque. Une bonne partie. C'est les puzzles de moyenne taille, entre 250 pièces et 350 pièces, sachant qu'on va de 80 à 5000. Donc, essentiellement, ce sont des œuvres d'art. Ouais, c'est que des œuvres d'art. On a un fabricant de puzzles d'art, art parce qu'on est artisan fabricant, et art aussi parce que c'est des œuvres d'art très variées. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui font les puzzles pour découvrir l'œuvre, donc ils font le puzzle sans l'image. C'est-à-dire qu'ils enlèvent la boîte, et ils mélangent les pièces, les pièces sont déjà mélangées, et puis en mettant pièce par pièce, ils découvrent l'œuvre par le jeu, donc en se laissant guider par les couleurs, le courant des rivières, le ciel, les personnages. Donc c'est une façon de découvrir une œuvre depuis le début. Et les plus passionnés devront débourser jusqu'à 860 €. À ce prix, on peut reconstituer un tableau de 5000 pièces. En ce qui me concerne, je vais commencer au bas de l'échelle, à 12 €. Qu'est-ce que vous me conseillez? Moi qui suis un vrai débutant. On va prendre le plus petit. Allez. Ça, je devrais y arriver. Il y en a combien de pièces? Ça, c'est les Kutzels. C'est des puzzles de 30 pièces qui sont en cube, donc d'où le nom Kutzel. Et ça, c'est un artiste contemporain, en fait, qui l'a fait. Merci, Julien. Merci à nous. Très sympa. Pour terminer ma balade dans le quartier, j'ai rendez-vous avec Eduardo. Ce jeune chef brésilien a ouvert son restaurant il y a 3 ans, rue Émile Zola. Il propose une cuisine colorée aux accents de Copacabana. Une fusion entre les saveurs de Paris et de Rio. Il m'attend en cuisine pour déguster des encornets farcis. Bonjour, ça va? Une vraie cuisine parisienne, hein? C'est vrai. Pas beaucoup de place. C'est vrai. Ça, Eduardo, une fois que c'est fait, il faut y aller, il faut servir. Il faut y aller, ouais. Faut pas que ça refroidisse. Ouais. C'est bon? Oui, on peut y aller. On peut goûter? Oui. Ah, top! On sent bien le fumé du jambon. Ouais. L'encornet, il est parfait. Il n'est pas dur du tout. La petite crème de jambon, top. Pourquoi vous cuisinez? Parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces métiers. Parce que cette manière d'apporter des bonnes choses aux gens, aux clients, ça m'inspire beaucoup à venir, à travailler. Et beaucoup de fois, parce que je suis un peu timide et je ne vais pas très souvent en salle, mais quand il y a des clients qui demandent, les premiers rapports, c'est ça. Je dis, on fait avec beaucoup d'amour. Et quand je leur dis ça, ils disent, on ressent. Vous avez un don? C'est un don de Dieu. Je les crois profondément, qui m'a donné ces dons pour que je puisse utiliser. En plus, dans le monde actuel, on voit qu'ils ont besoin de cette source d'amour et que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de la trouver. Et moi, je suis très, très heureux de... Et ça se sent. Merci. Parce que d'habitude, les chefs cuistots, c'est pas facile. Hein. Ils installent le caractère, écrit tout le temps. Quel est votre parcours de gamin au Brésil, ici, à la tête d'un super bon restaurant? Je faisais géographie à l'époque. J'ai eu un besoin du travail. Mon frère est laitier militaire. Il m'a dit, viens avec moi et tu vas voir qu'avec le travail en cuisine, tu peux donner continuation à tes études. Et c'est là que toute l'histoire elle a commencé. À l'époque, on faisait la cuisine pour 700 personnes. On était une vingtaine de cuisiniers dans la base aérienne. Et c'était pendant 6 mois. Le responsable à l'époque qui gérait la partie de la cuisine, il m'a dit, écoute, le cuisinier, le chef cuisinier de la maison du commandant, il va partir. Est-ce que ça t'intéresserait d'y prendre cette place-là? C'est cuisiner pour lui et sa famille. Je me souviens jusqu'aujourd'hui, je fais du riz, des légumes, des haricots noirs, c'est traditionnel au Brésil.
Et je me souviens que le commandant à l'époque, c'était quelqu'un de très dur, militaire. Et il m'a dit, j'ai beaucoup aimé ce que tu avais fait, tu vas rester avec moi les 2 ans de mon commandement. Et j'ai arrêté la géographie et j'ai commencé un bac en gastronomie. Et là, ça a encore pris une nouvelle tournure. Pourquoi ce quartier? Pourquoi ici, cette avenue Émile Zola? D'avoir un quartier calme et qui me plaît et que c'est très familial, c'est un rapport très, très proche de ma vie. Je suis très famille, je suis brésilien, je viens à Paris et un Brésilien venir à Paris pour faire de la cuisine, c'est pas toujours très habituel, on va dire. Donc j'arrive avec l'équipe à donner cette connotation un peu différente. La nuit est tombée sur Paris et je ne voulais pas vous quitter sans partager avec vous cette magnifique vue sur le front de Seine qui lui vient tout juste de s'illuminer. Alors certains disent qu'on est à Manhattan, à New York. Moi je pense que c'est un autre visage de Paris, un visage que je vous invite à venir découvrir. Alors vous pouvez aussi voir ou revoir cette émission sur france3.fr. Vous pouvez aussi venir me parler, me donner vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos bons plans sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname.